Donc oui, bonjour à tous. Alors Amélie Le Sieur, créative stratégiste à l'agence Tribu. Et il faut savoir qu'en fait, à côté de ma casquette de créative stratégiste en agence, alors juste pour faire un petit topo, parce que c'est vrai que c'est un nom un peu nébuleux qu'on a plutôt l'habitude de croiser dans les entreprises de la Silicon Valley et dans certaines startups et surtout dans les entreprises du GAFAM. Créative stratégiste, c'est un mélange entre planeur stratégique et créatif en fait en agence de publicité, donc concepteur, rédacteur, directeur artistique. Voilà, donc à côté de cette casquette-là, j'ai une casquette en fait de formatrice. Et depuis bientôt 5 ans, je forme en fait des étudiants et des professionnels de la communication aux stratégies web et aux réseaux sociaux, social media. J'ai l'habitude de demander, en fait, avant de démarrer mes sessions avec mes apprenants et mes étudiants, si vous étiez un réseau social, lequel seriez-vous ? Comment vous définiriez finalement dans tout le panel et le paysage en fait des réseaux sociaux ? Pendant très longtemps, j'avais vraiment des grosses tendances qui émergeaient. J'avais des années de promo plutôt Twitter, de promo LinkedIn pour ceux qui voulaient paraître les plus professionnels. Il y a quand même une tendance qui avait la dent dure, c'était les promos Instagram. Alors Instagram, que ce soit pour son contenu un petit peu passion, sa propension à sans cesse en fait, la propension du réseau à sans cesse se renouveler, suivre un petit peu toutes les tendances du moment, etc., etc. Et ces derniers temps, finalement, quand je posais les questions, il y avait moins de tendances qui émergeaient et les réponses étaient un peu plus disparates. Alors, du coup, je ne sais pas si c'est parce qu'on arrive au bout du nerf, à la fin d'un système, ou si c'est parce que la Covid-19, elle est passée par là. Mais c'est vrai que du coup, j'ai des étudiants et des stagiaires qui se définissaient comme des applications de rencontres. Donc là, c'est Tinder, Happen, Feels, Fruits, Adopte un mec. Enfin, là, ce qui les intéressait clairement, c'était la séduction. D'autres, ça allait être plutôt les plateformes de streaming musical, de podcast. Donc c'est Deezer, Spotify, SoundCloud, etc. D'autres qui se définissaient plutôt comme des apps et puis des logiciels de live streaming. Donc on avait Twitch, Clubhouse pour les plus professionnels, aussi des apps de jeux qui ressortaient. Donc je ne sais pas si vous les connaissez, House Party, Plateau, ce sont des applications qui nous permettent de jouer en fait à des jeux de société en micro-groupes. Mais il y a aussi Roblox, Fortnite. Alors là, on est plutôt sur des jeux massivement multijoueurs auxquels on va jouer soit à des micro-jeux ou dans lesquels on va s'amuser à se taper dessus en mode survival. Après, il y a aussi tout ce qui va être de l'ordre de la messagerie instantanée, WhatsApp, Discord, donc là qui fonctionne plutôt comme un serveur en fait de discussion. Le partage de vidéos, et là bien sûr vous connaissez TikTok, mais aussi Byte, qui est un petit peu finalement la petite sœur cousine fille de Vine, en fait anciennement Vine, et aussi les réseaux sociaux d'un nouveau genre. Et donc là on a Youbo, qui est plutôt utilisé par les 13 ans et plus, c'est le Snapchat français, et Be Real, le plus récent. Et donc là, c'est le réseau social de l'authenticité qui permet de partager des tranches de vie avec la communauté. Donc ça fonctionne sous forme en fait de rendez-vous et typiquement à 14h, tout le monde doit prendre son téléphone, des petits défis, tout le monde doit prendre son téléphone et filmer ce qui l'entoure ou prendre en photo ce qui l'entoure. Donc ça permet en fait de partager le vécu. Bref, autant de réseaux ou de plateformes qu'on pourrait qualifier d'émergentes du fait de leur apparition parfois soudaine dans le paysage social média, mais surtout en fait de leur essor fulgurant. Il serait tentant en fait de mettre ça sur le compte de l'âge ou de la génération de mes apprenants, parce que pour la plupart, ils font partie de la génération Z, la fameuse génération dont parlait Jacques Attali tout à l'heure, qui est plutôt le côté un peu narcif, la génération du mi, qui a grandi et qui s'est construite avec les réseaux sociaux. Mais du coup, c'est pas forcément vrai parce qu'en fait j'interviens aussi et je forme aussi des professionnels en fait de communication et la moyenne d'âge en fait de l'outil de réseautage audio Clubhouse, elle tourne plutôt autour des 40-50 ans que des fameux 18-25 ans. Et donc, en fait, la chose qui s'est opérée, c'est qu'avec la multiplication de l'offre en fait social média et l'éclatement des contenus, on a eu aussi un éclatement des communautés. Et aujourd'hui, on a le loisir de suivre ce qui nous intéresse avec le device qui nous correspond le plus et qui nous intéresse le plus dans le format qui va nous capter et nous intéresser.
C'est alors que finalement monter sa stratégie social media en tant que marque ou annonceur, ça devient en fait un véritable casse-tête. Et c'est ce qui explique aussi pourquoi on a tendance à privilégier les réseaux de masse. Même si on sent qu'on commence à en avoir fait le tour, qu'on engage de moins en moins nos communautés et que notre cible est parfois en fait arrivée à saturation. Pourtant, on a beaucoup à gagner à oser les réseaux émergents. Il y a de nombreux avantages. Comme le disait Jacques Attali tout à l'heure, déjà il y a une perspective de créativité qui est juste extraordinaire. Ils sont beaucoup moins que contraignants que leurs pairs et tout est encore en fait à créer, à inventer parce qu'on avance et on grandit avec la plateforme et donc il y a de grandes chances en fait que au final si on teste des choses et que ça fonctionne, la plateforme sorte des petites API qui vont aller dans ce sens-là et qui vont pousser en fait les communautés à demander davantage en fait de cette typologie de contenu. Après, on accepte aussi sur les réseaux émergents un contenu parfois plus amateur, moins professionnel du fait qu'il débute justement. On est aussi également plus libre et là on a la possibilité de se raconter d'une façon différente, de tenter des choses, d'oser des choses et finalement d'avancer un petit peu en mode bac à sable, mais aussi parfois de créer la surprise. Ça va être en fait l'exemple de Burberry qui a utilisé la plateforme donc de streaming vidéo Twitch qu'on connaît davantage pour tout ce qui va être effectivement ce qu'on appelle les let's play, c'est le fait de regarder des joueurs de jeux vidéo jouer à des parties en ligne et pouvoir réagir en fait en direct à ces agissements du coup dans le jeu et donc qui a diffusé en live sa collection printemps-été sur le réseau Twitch, mais également Lego et Burger King qui se sont mis sur Discord et qui ont utilisé finalement Discord comme un espèce de pendant CRM où là l'idée c'était de pouvoir en fait dialoguer et d'ouvrir en fait la discussion avec leur communauté et pouvoir co-créer en fait de nouveaux produits, de nouveaux services et finalement rester aussi à l'écoute un petit peu du marché. Mais on a aussi tout récemment la police nationale qui s'est lancée sur TikTok pour casser justement un petit peu les idées reçues qu'on peut avoir sur la police et montrer finalement cette institution sous un nouveau jour. Donc finalement, ces réseaux sociaux émergents, en fait, ils nous permettent de toucher une cible différente qui est parfois difficile en fait d'accès, à capter et surtout à s'ancrer en fait dans les habitudes de notre cible et dans les habitudes de nos consommateurs. Parce que effectivement, des réseaux comme Twitch, TikTok, etc. se sont devenus de véritables rendez-vous pour des passionnés. Alors, quand on parle de réseaux émergents, il y a aussi forcément une part de risque. Le plus gros risque, ça va être de miser sur le mauvais cheval. Et là, on se souvient tous de Google+, Vine, Vero ou encore Foursquare dont on parlait tout à l'heure, qui sont des réseaux qui, malheureusement, ont périclité et ont cessé. Après, il y a un autre risque, c'est de choisir finalement un réseau qui sera aux antipodes de nos valeurs. Et là, c'est l'exemple en fait de beaucoup d'entreprises qui ont fait le choix de la voie en fait RSE et qui se sont posé la question de se dire mais attention, si on commence à aller sur toutes les plateformes, sur tous les écosystèmes, en plus sachant que il y en a parfois qui sont très polluants, qui n'ont pas les mêmes engagements et les mêmes valeurs que nous, c'est peut-être un petit peu risqué et qui ont fait le choix du coup de capitaliser sur d'autres canaux et pas aller sur les réseaux sociaux. Et un autre risque, ça va être parfois d'y aller trop tôt et finalement de s'épuiser à créer du contenu qui ne sera pas vu. Parce qu'en fait, on le sait, les ressources quand on sont limitées et finalement le robinet des budgets comme marketing, il n'est pas infini. Et finalement, aller sur un nouveau réseau social, un réseau émergent, ça coûte. C'est pour ça qu'il est parfois en fait intéressant que quelqu'un d'autre prenne la parole et endosse finalement cette prise de parole pour nous. Et là, on va parler en fait d'advocacy marketing. Donc l'advocacy marketing, c'est le fait en fait de choisir et de définir des ambassadeurs qui vont pouvoir nous représenter et promouvoir en fait notre marque ou notre organisation à notre place sur le réseau. Donc on va avoir les influenceurs, mais on va aussi parler du coup d'advocacy marketing, d'employé advocacy, pardon, d'employé advocacy. Donc là, c'est le fait de faire appel en fait à nos salariés et à l'interne pour nous représenter aussi sur
les différents réseaux sociaux et donc sur les réseaux émergents, et juste parfois faire appel en fait à ceux qui parlent le mieux de nous et qui nous utilisent au quotidien, c'est-à-dire nos consommateurs. Et ça, c'est le choix par exemple qu'avait fait Coca-Cola en 2008, donc là bon, ça commence à remonter, mais du coup c'était au tout début de Facebook, où là en fait la marque elle a commencé à faire 2-3 petites recherches pour voir en fait ce qu'on pouvait dire d'elle sur la toile, et elle s'est rendue compte qu'il y avait 2 passionnés qui avaient créé en fait une fanpage Coca-Cola qui était ultra enrichie et qui était mise à jour en fait de façon très régulière et quotidienne. Et plutôt que de se dire bah tiens en fait on va monter notre page Facebook, mais ils se sont dit bah tiens on va faire appel à ces 2 fanboys pour parler de nous et du coup assurer la prise de parole à notre place. Et finalement bon bah ces 2 personnes ont fini par être recrutées par les services Coca-Cola, et ils ont tenu la page fan en fait pendant quand même quelques temps, et c'est eux qui l'ont fait justement popper et émerger à l'époque. Donc du coup, voilà, il y a plusieurs petites choses qui sont possibles, donc on a beaucoup à gagner à oser les réseaux émergents. Il y a plusieurs modus operandi auxquels on va pouvoir faire appel. Donc c'est effectivement tout ce qui va être advocacy marketing, ou après tout ce qui va être plutôt de l'ordre du paid media, c'est-à-dire que je ne suis pas obligée d'être sur une plateforme pour y être présent, et je peux faire aussi de la publicité sur ce canal et sur ce réseau. Mais pour conclure, j'aimerais vous lister quelques petites questions justement à vous poser avant de tenter l'aventure des réseaux émergents. Et donc ces questions, ce sont d'abord vous posez la question de votre cible. Qui est votre cible? Où est-elle? Quelles sont ses attentes, ses habitudes? Et là, tout ce qui va nous intéresser, c'est justement de récolter toute cette data pour pouvoir se dire, bon, ok, sur quoi je capitalise? Quel levier sera le plus intéressant? Est-ce qu'il y a des leviers qui sont moins usités par les concurrents que d'autres, etc., etc. Y a-t-il une façon plus simple, finalement, de l'adresser, un endroit où il est plus aisé de la toucher? Qu'est-ce que je risque à y aller, à oser, en fait, la communication sur un réseau émergent, et finalement aussi se poser la question de qu'est-ce que je risque à ne pas y aller, parce que parfois le risque de ne pas aller, de ne pas tenter en fait un levier est plus grand que celui de s'y rendre, et de se poser aussi la question de si j'y vais demain, ok, mais qu'est-ce que j'ai à y raconter, quelle va être ma valeur ajoutée, et du coup quelle histoire j'ai envie de raconter, comment j'ai envie d'orienter mon discours. Et enfin, la dernière question, et ça revient un petit peu sur ce que je vous disais sur l'advocacy marketing, et ce que moi j'ai tendance à appeler en fait la stratégie de l'absence, c'est se poser la question de suis-je finalement aussi le bon interlocuteur pour adresser ma cible sur ce réseau social. Merci.